Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans notre série Terroir gourmand, nous partons en Île-de-France, à Paris. Nous accompagnerons Audric, un apiculteur insolite, sur les toits de Paris. Mahmoud nous présentera la meilleure baguette de pain de la capitale. Le traditionnel jambon beurre sera aussi mis en lumière, tout comme les vignobles de Montmartre, pour découvrir la fabrication d'un vin chargé d'histoire. Je vous laisse apprécier les richesses de ce terroir urbain et je vous donne rendez-vous juste après pour une nouvelle recette. A tout de suite. Paris, capitale française située en Île-de-France, est traversée par la Seine et les flots d'amoureux de romantisme. Ils vont et viennent, sur et sous ses 30 ponts jusqu'en son cœur, sur l'île de la Cité et l'île Saint-Louis. Symbole de la culture française, la ville lumière possède des monuments chargés d'histoire. Son atmosphère, ses rues et sa cuisine ont inspiré les plus grands peintres et poètes. Respirer Paris, cela conserve l'âme, disait Victor Hugo. Et aujourd'hui encore, malgré les passages, on prend soin du terroir parisien. Audric de Campeau est apiculteur sur les toits en plein cœur de Paris. Il vient vérifier ses ruches sur le bâtiment de la plus vieille entreprise en fonctionnement de la capitale. On est à la Monnaie de Paris et nous allons monter sur le toit, voir les abeilles, juste au-dessus. Si derrière ces murs, les ouvriers frappent de l'or solide, ici, on trouve de l'or liquide. Audric possédait déjà quelques ruches chez ses parents. En 2009, il s'est définitivement lancé dans l'apiculture, un métier devenu passion. Moi, je suis un stressé, je suis un angoissé. Et les abeilles, c'est génial parce qu'on n'a pas le droit d'être stressé sur une ruche. Il faut avoir des gestes très calmes, très doux. C'est le meilleur anti-stress que j'ai jamais trouvé, quoi. On n'a plus de montre, on n'a plus de portable. Vraiment, on ouvre un univers en soi qui est passionnant. C'est pas intéressant, c'est passionnant. Si Audric protège plus son chien que lui-même, c'est parce qu'il ne craint pas ce type d'abeilles, les buckfast, particulièrement dociles malgré les 200 piqûres qu'elles lui ont déjà infligées. Alors sa miel, c'est en pleine mielée, là, c'est le tilleul. C'est magnifique, il va falloir ajouter un étage, encore un. C'est plein à craquer. Une ruche comporte 60 000 abeilles, dont un quart est destiné à la pollinisation. Elle prélève le nectar frais des fleurs et l'emporte immédiatement dans la ruche pour le sécher. Elle bouche ensuite le rayon avec une couche de cire, l'opercule. C'est à ce stade que le miel peut être récolté. Alors l'intérêt de les mettre en hauteur, déjà, c'est pour pas gêner les passants. 2, elles prennent bien le soleil comme ça. Et 3, les abeilles aiment bien être perchées. Naturellement, elles ont tendance à se mettre dans les grands arbres ou les falaises parce qu'elles se mettent à l'abri des ours. Sauf que dans ce cas-là, l'ours, c'est moi. C'est assez nerveux à cause du vent et parce qu'il a plu il y a 2 heures. Donc, elles sont assez stressées, là. Ah, j'ai la reine. À cette période de l'année, Audric s'assure que la reine, plus longue que les autres, est bien pondue et que les abeilles aient encore assez de place pour stocker le miel. Si les abeilles se sentent trop à l'étroit, qu'il n'y a plus un seul endroit où mettre du miel, eh bien, vous préparez ce qu'on appelle un essaimage. C'est-à-dire que la moitié de la colonie part avec l'ancienne reine. Et puis, elle va chercher une nouvelle ruche, une nouvelle habitation pour l'hiver. Ça peut être une boîte aux lettres, un volet, un abribus. Et ça, en pleine ville, on voudrait éviter. Elles sont belles, hein? Et douces. Audric vend son miel dans des restaurants ou en boutique pour le grand public. Mais le nectar est aussi transformé sous forme de bonbons, de nougat, de pain d'épices et de guimauve. J'ai du tilleul, évidemment. Mais j'ai des fruits rouges, des agrumes, litchi. C'est frais. Le début est très soyeux. Et puis ça part ensuite avec une petite amertume. Ça, c'est vraiment la signature de Paris. Le miel, ça ne dépend pas des abeilles, ça va dépendre vraiment des fleurs. Et les fleurs à Paris, il faut penser aux arbres. Tout autour de nous, là, on a des arbres. Je vois du marronnier d'Inde juste en dessous. En face, du saule et du peuplier, c'est plus commun. Des buissons d'oranger du Mexique, des tilleuls de Crimée. Il y a aussi la lavande, du romarin à Paris. Et cette densité et cette variété, cette diversité de fleurs va faire qu'on a un goût unique. Paris n'étant pas une ville d'agriculture, les fleurs butinées sont dénuées de pesticides. Des observations en laboratoire ont également démontré l'absence de toute trace d'hydrocarbures et de métaux lourds dans le miel des toits de Paris. En effet, l'abeille filtre son environnement. C'est elle qui va stocker dans son propre corps polluants ou pesticides qui participent à sa disparition. 40% de notre alimentation, à nous les humains, dépend des abeilles.
Chaque printemps, on perd une ruche sur 3, c'est épouvantable. Imaginez un fermier qui perd une vache sur 3 ou une vigne sur 3, il arrête, c'est suicidaire. On les perd un peu moins dans les villes. On les perd moins dans les villes, c'est sûr, elles sont moins impactées donc, principalement par les pesticides. Donc la ville peut d'une certaine manière agir comme conservatoire de l'abeille. Bon après, il ne faut pas raconter n'importe quoi, c'est pas en mettant 3 ruches sur un toit en ville qu'on va sauver l'abeille. Non, mais on peut communiquer et puis les citoyens sont de plus en plus conscients de la problématique qui est grave et réelle de disparition des abeilles. Avec son miel, Audric de Campo produit de l'hydromel dans un lieu atypique, à 30 mètres sous terre, les catacombes de Paris. Et mon loulou. Donc ici, on est dans une ancienne carrière médiévale. On dirait qu'ils viennent de quitter les lieux. C'est ça qui est très émouvant. Et là, dans cette carrière, ont été notamment extraites des pierres qui ont servi à construire Notre-Dame. Un lieu chargé d'histoire et une boisson qui ne l'est pas moins. L'hydromel, composé d'hydro pour eau et mel pour miel, serait l'alcool le plus ancien de l'humanité. Avant d'être des agriculteurs, les hommes du Mésolithique étaient des chasseurs-cueilleurs. Et ils cueillaient notamment des essaims sauvages. Quand on prend des rayons de miel et qu'on les met dans une natte d'eau et qu'on laisse au soleil, ils fermentent. Donc il semblerait que bien avant la bière et le vin, les humains ont commencé à faire de l'hydromel. Audric possédait des vignes chez ses parents pour la production champagne. Son actuel métier d'apiculteur lui a donné envie de croiser ces deux mondes. Le miel est d'abord brassé avec de l'eau dans une cuve en inox, avant l'incorporation de ferments. Ensuite, c'est ici que se déroule l'élevage en fût de chêne durant 16 mois. Les tanins sont bien présents, mais on garde le goût du miel. C'est très équilibré. Cette expérience est une première pour Audric. Aidé par des amis sommeliers, il espère faire de ce bébé un hydromel de longue garde. Les sucres résiduels à 120 grammes par litre, plus les tanins du chêne, vont peut-être permettre de le déguster dans 30, 50, 100 ans. En tout cas, c'est l'objectif. Que mes enfants et mes petits-enfants puissent un jour de Noël déguster, en souvenir de leur papa, un hydromel qui, j'espère, sera délicieux. Dans les catacombes, Audric a tout pour réussir. Une forte humidité, une température de 13 degrés toute l'année, l'obscurité, l'absence de vibration du métro parisien et une odeur caractéristique qu'absorbe le bois de ses fûts. Les meilleures conditions sont réunies dans ces lieux remarquables. Remontons à la surface pour découvrir un symbole de Paris et même de la France entière, la baguette de pain. Mahmoud Seydi est le lauréat de la 244e édition de la meilleure baguette parisienne. Dans sa boulangerie à Raspail, il prépare sa fameuse tradie. C'est mon père, lui, qui m'a appris le métier. Ça fait 30 ans qu'il est boulanger, depuis les années 88. Et donc, justement, il a fait partie des premiers boulangers à fabriquer de la tradition dans Paris. La première tradition a été créée en 1993 par le meunier Monsieur Viron. Mais à cette époque, elle était très difficile à réaliser car les procédés n'étaient pas les mêmes. Depuis, les techniques et les farines ont évolué. Et après avoir passé son enfance à observer son père, Mahmoud s'épanouit dans son atelier. C'est de la magie. Moi, j'adore. C'est quand même incroyable d'avoir de la farine et de l'eau, de pouvoir faire quelque chose d'aussi bon et d'aussi recherché. De l'eau, de la farine, du sel et de la levure. La base des ingrédients est la même pour chaque boulanger. Ce qui diffère, selon Mahmoud, c'est l'étape cruciale qui va faire toute la différence, le pétrissage. Il faudra surveiller donc, le pétrin pour pas que la pâte soit trop serrée ou au contraire qu'elle soit trop ouverte. Il faudra surveiller. Donc des fois, il faudra lui donner un peu de force et des fois l'inverse, la laisser se relâcher pour que l'air puisse rentrer. Parce que quand on pétrit, bien sûr, il y a un bras qui fait justement monter la pâte. Et donc il y a un jeu à faire. Donc, ça, je ne pourrais pas le montrer, bien sûr, parce que justement, ça fait partie donc, de ma technique et qui veut dire aussi, bien sûr, un de mes secrets. Parce que j'en ai plusieurs. On a réussi. Il n'y a plus qu'à la laisser se reposer un petit peu. Voilà. La pâte repose, est mise dans des bacs, puis repose encore. C'est seulement ensuite que Mahmoud lui donne sa forme de tradition. Donc là, je vais donner un coup de lame. Bon, il y en a qui préfèrent donner un coup de lame, d'autres deux. Moi, c'est 5. C'est l'habitude que j'ai. C'est grâce à ça que j'ai gagné le concours, donc je continue à faire ça. Donc on donne un coup de lame pour 2 raisons. Le côté esthétique, parce qu'une tradition qui n'a pas de coup de lame, forcément, elle sera moche. Et surtout aussi, l'importance du coup de lame, c'est ce qui permet au gaz de s'échapper.
Les tradis passent au four et ressortent bien cuites pour un maximum de saveur et de croustillant. 2 tradis. Merci, à bientôt. Au revoir. Lors de ses voyages, Mahmoud a eu l'occasion de goûter des baguettes du monde entier. Mais pour lui, rien ne vaut la baguette française qui va bientôt entrer au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je pense que c'est aussi grâce à la qualité qu'on fait en France. On a la chance d'avoir, je pense, les meilleurs blés au monde. Et c'est ce qui, justement, nous permet donc, de faire reconnaître ce pain à travers le monde entier. Cette qualité est propre à la France, bien sûr, oui, oui. On ne peut pas trouver une autre tradition en dehors de la France qui sera aussi bonne, c'est sûr et certain. À part si la farine a été importée, bien sûr. La transmission d'un savoir-faire français y est aussi pour quelque chose. Concernant Mahmoud, il lui permet aujourd'hui d'avoir la fierté de fournir l'Élysée. La baguette de pain est indispensable pour la préparation d'un autre symbole français, le fameux jambon beurre. Gilles Caussade est à la tête d'un bistrot typique de la capitale, près de la place Vendôme, où l'on peut déguster ce casse-croûte favori du Parisien depuis des dizaines d'années. Il date, à mon sens, du début du XXe siècle. Et pourquoi il a autant de succès? Parce que c'était un mets simple et à la portée de toutes les bourses. On mangeait sur le pouce, c'était ce que prenaient comme déjeuner les gens qui étaient un petit peu pressés, qui n'avaient pas beaucoup de temps et qui avaient envie d'avoir quelque chose qui était quand même un repas. Le jambon beurre est l'un des sandwichs les plus consommés ici. Il représente la moitié des ventes de casse-croûte malgré les variantes. La preuve que touristes et Parisiens y restent très attachés. Dans la baguette sont entreposés des produits frais, du beurre et du jambon d'Auvergne, une région étroitement liée au bistrot. Au début du siècle dernier, donc au début du XXe, l'Auvergne étant une région très pauvre, beaucoup d'Auvergnats sont montés à Paris. Et à l'époque, le charbon était dans la cave, ils livraient le charbon à domicile sur le dos. Et ils servaient un tout petit peu de vin et un petit peu à manger dans la salle au rez-de-chaussée. Ils ont peu à peu ouvert des bistrots, puis des brasseries, et puis ils ont pris le contrôle de la profession. Gilles a d'abord fréquenté ce bistrot en tant que client lorsqu'il était président d'une maison de haute couture. Il venait y manger presque tous les jours et emmenait les maris de ses clientes y déjeuner. Je leur ai dit, vous voulez essayer un petit bistrot typiquement français, mais rien à voir avec les étoilés, etc. Oui, oui, oui. Et on est venu ici avec ces messieurs qui connaissaient parfaitement toute la gastronomie et les restaurants du monde entier. Et les 2 fois, on a mangé une planche de charcuterie, une bouteille de vin, et à la fin, ils m'ont dit « next time ». Le patron tient à la mixité sociale de son bistrot. Ici, touristes et Parisiens vont et reviennent pour le jambon beurre, quels que soient leurs moyens. Car le bistrot, institution qui est en passe d'entrer elle aussi au patrimoine mondial de l'UNESCO, doit demeurer un endroit convivial, avec une cuisine simple à base de bons produits. Enfin, notre jambon beurre. Enfin. Les décors de 1858, la chaleur de l'endroit et l'ambiance du personnel charment sans fin les clients. Et si l'on demande à Gilles Caussade s'il compte garder le jambon beurre sur sa carte, la réponse fuse. Comment vous pouvez me poser cette question? Bien sûr, il sera toujours à la carte. C'est un produit phare, c'est un produit sympathique, et il sera toujours à la carte. Sur les tablés des Parisiens, un jambon beurre, comme un autre mets de la gastronomie française, s'accompagne souvent d'un verre de vin. Sylviane Leplâtre est l'œnologue des vignobles de Montmartre. Elle vient les contrôler en présence du jardinier des lieux qui prend note de ses conseils avant de les appliquer. Bonjour Vincent. Ça va? Est-ce qu'il y a eu des accidents climatiques là, derniers jours? La vigne de Montmartre a été plantée en 1933, suite à une rébellion de farouches défenseurs de l'esprit de Montmartre contre le projet d'un agent immobilier voulant y construire un immeuble de 7 étages. Ils avaient décidé d'abord de faire un square ici pour les enfants, puis bon, après ils ont très vite opté pour l'installation d'une vigne. Alors c'est pour ça que les caractéristiques pédoclimatiques et d'exposition de la vigne n'ont pas été déterminantes pour son installation, mais c'est une cause tout à fait historique. Les villes comme Paris ont un microclimat particulier où les vignes risquent de subir des stress hydriques.
Les sols sableux et très peu profonds ne retiennent ni l'eau, ni les éléments minéraux. Et l'exposition au nord de la capitale rend l'ensoleillement légèrement déficient. Mais cette année, les pluies abondantes et la chaleur ont provoqué une très forte croissance des vignes. C'est vrai qu'avec la pluie, ça pousse beaucoup. Et là, on voit bien tout le travail qu'il y a d'ébourgeonnage à faire, et de relevage, attachage. C'est assez monstrueux. Si vous avez un certain nombre de feuilles qui sont les unes sur les autres, et bien entendu, les feuilles de dessous ne vont pas pouvoir réaliser une photosynthèse qui va permettre d'avoir des composés chimiques qui vont aller vers les grappes. Donc, le but, c'est d'aérer et d'espacer et d'exposer le plus de feuilles possible aux rayons lumineux. La vigne de Montmartre s'étend sur une quinzaine d'arts, comprend 170 000 pieds et a la grande particularité de contenir 30 cépages apportés par des particuliers au moment de sa mise en place. Si la finalité de ces vignes est la confection de vin de Montmartre, elle joue aussi un rôle primordial dans le paysage. C'est tout à fait une vigne historique. Elle rappelle l'histoire de Montmartre. Elle est donc visitée par beaucoup de gens, par les Parisiens, mais par des touristes du monde entier. Donc, il faut qu'elle présente bien, il faut que ce soit une vigne cultivée comme un jardin, ce qui est le cas, c'est cultivé par des jardiniers, avec des fleurs dans un jardin. C'est un jardin dans une vigne ou une vigne dans un jardin. Cette année, pour Sylviane et son jardinier, il y a beaucoup à faire. Donc sur cette jeune souche-là, il faut rectifier un petit peu les sarments qui poussent dessous. Enlever celui-là, comme ça on va garder 1, 2, 3, plus le prolongement potentiel. Voilà. Un travail qui porte ses fruits. Les bouteilles de vin de Montmartre sont vendues au profit des œuvres sociales de la mairie du 18e arrondissement de Paris. Il y a une récolte incroyable. Très joli tout ça, très beau. Sylviane se rend justement dans la seule cave de mairie existante en France, où elle est en charge de la vinification du vin de Montmartre. Donc ça, c'est du vin rouge de 2017, bien sûr, de l'an dernier. Donc il a été mis en barrique en fin octobre 2017. Sylviane procède au contrôle gustatif du vin pour vérifier l'état de maturité des tanins, leur équilibre et complexification afin de prévoir sa mise en bouteille. Donc arôme très puissant, net, franc, et puis des notes plutôt fruits rouges, épices aussi, un peu poivrées. C'est assez poivré. En bouche, les tanins sont très ronds, c'est soyeux, un petit peu acide encore. Après les vendanges de septembre, les raisins sont triés en fonction de leur destination, rosé ou rouge. Pour le rosé, le jus des raisins est envoyé dans une cuve en inox pour que la fermentation alcoolique se fasse. Pour le rouge, celle-ci se fait en conservant la pellicule du raisin. Les vins vieillissent ensuite dans ces fûts, protégés de l'oxydation par des levures spécifiques, mais sans ajout de sulfite. Un choix non négligeable, tumultueux. Si on utilise trop d'intrants, il ne va pas y avoir forcément cette ouverture, cette découverte qu'on peut avoir sur des arômes et sur la personnalité du vin de Montmartre. Et c'est ça qui est vraiment important. On veut essayer de vraiment déterminer qu'est-ce qui est la vraie personnalité du vin de Montmartre, qui est peut-être un peu à l'image, on va le souhaiter, un peu à l'image du village de Montmartre, un petit peu tumultueux. Dans cette salle, à côté des caves, des tableaux peints par des artistes de Montmartre où cette plaque rappelle un événement particulier devenu annuel. Dès 1934, il y a eu la fête des vendanges, il y a eu les vendanges, et dès le départ, il y a eu la fête des vendanges, et depuis, ça ne s'est jamais arrêté. Tous les ans, il y a la fête des vendanges, qui était un événement absolument colossal dans Montmartre, et qui est vraiment très joyeux et très festif, et qui attire beaucoup, beaucoup de personnes. Le vin de Montmartre est recherché par les touristes du monde entier. Mais les vignes, par leur petite taille, ne produisent que de faibles quantités de vin. Cela provoque un déséquilibre entre l'offre et la demande et justifie un prix pouvant aller jusqu'à 50 € la bouteille. Élevons-nous à nouveau pour retrouver les toits parisiens. Sophie Sanne est bénévole. Son terrain est perché au-dessus d'un gymnase du 20e arrondissement. Habitante du quartier, elle travaille la terre et prend soin des nombreux fruits et légumes bio de ce jardin partagé solidaire, véritable havre de verdure au milieu des bâtiments. Il y a une volonté de se dire de retourner un peu à l'essentiel,
dans le sens où en fait le dimanche après-midi, je me dis j'ai pas besoin d'aller dans le centre de Paris et puis de consommer telle ou telle chose. Je me dis je vais juste aller dans un jardin avec des gens et puis passer un moment, faire des activités simples en fait. Bon, on va voir ce qu'on peut planter. On peut replanter. Ouais, on va voir. Je sais pas ce qu'il nous reste. Alors là, c'est ce qu'on a semé en serre, c'est le Locra Gombo. Et en fait, on va essayer de replanter tout ce qui nous reste parce qu'il est temps. Non, il va te l'attraper, tu vas c'est le spécialiste. Allez, viens, Oi. Voilà. Ouais, bravo. En 2009, un jardin solidaire pour les gens du quartier se trouvait déjà à la place de ce bâtiment. Lorsque la mairie décide de construire le gymnase, un commun accord est trouvé pour conserver ce jardin affectionné et fédérateur. Le lieu est ouvert aux visiteurs qui proposent d'aider ou souhaitent être sensibilisés. C'est plus une sensibilisation dans l'aspect de poser la question d'où vient l'alimentation, comment ça marche, et puis surtout pour les enfants, de leur faire comprendre un petit peu comment, à partir de quoi part un légume, comment ça pousse, l'entretien que ça nécessite. Ça, c'est des concombres. C'est pas des courgettes, ça. Ici, chacun plante ce qu'il désire, au risque que quelqu'un enlève les graines semées ou ne ramasse à sa place. Mais c'est bien l'enjeu de ce jardin collectif d'apprendre sur le vivre ensemble. Ici, l'échange des connaissances et le partage des récoltes restent au centre du jardinage. Quand on est là et qu'on peut en faire suffisamment, on se fait des repas partagés. Après, c'est vraiment pour goûter, quoi. Et puis on le déguste, parce que vu qu'on en a tellement peu, on fait vraiment attention à bien apprécier le légume de notre labeur. Les graines plantées viennent de semences biologiques récupérées auprès de producteurs. Aucun intrant chimique ou pesticide n'est utilisé. Des fruits et légumes de toutes sortes réunissent bénévoles et visiteurs les soirs d'été autour d'un apéro. Enchantée, donc la maman de voir. Oh, il est tombé. Ça permet aux personnes qui ne sont pas forcément dans un modèle familial aussi de se retrouver, de créer un peu une deuxième famille, si je puis dire, pour les personnes qui sont seules ou célibataires ou d'autres qui ont envie aussi de partager avec leur famille. Ah oui, c'est une tuerie. Ah ouais, c'est super bon. Très bon, À Paris, l'histoire ne cessera d'être profondément ancrée, faisant son charme si attrayant. Mais la capitale française ne reste pas sur ses acquis. Elle s'adapte, se modernise, des changements qui lui confèrent un nouveau visage. Aujourd'hui, je vous propose un saumon froid à la parisienne et une macédoine de légumes en gelée. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra pour la macédoine en gelée de tomates, 9 tomates, 8 centilitres de vinaigre de Rérès, 10 g de haricots verts, 10 g de navets, 20 g de petits pois, 20 g de carottes, 5 feuilles de gélatine. Pour les condiments, un œuf, 10 g de capre, 2 cornichons, une tige de cébette. Pour la cuisson du saumon, 400 g de dos de saumon, 200 g de gros sel, 35 centilitres d'huile d'olive, une gousse d'ail, du thym en branche. Pour la mayonnaise au cresson, une botte de cresson, un jaune d'œuf, 4,5 centilitres de vinaigre de Rérès, 15 g de moutarde, 45 centilitres d'huile d'arachide. Pour la finition et la présentation, 2 brins de cerfeuil, 2 brins d'estragon. Pour la macédoine en gelée, coupez grossièrement et mixez 8 tomates avec le vinaigre de Rérès assaisonné. Passez au chinois avec un papier absorbant et laissez goûter une journée pour récupérer uniquement l'eau de la tomate. Pour gagner du temps, faire bouillir à petit bouillon les tomates mixées pendant 20 minutes. Taillez en brunoise la tomate restante ainsi que les haricots verts, navets, petits pois et carottes. Puis blanchir séparément tous les légumes, sauf la tomate. Ramollir les feuilles de gélatine dans de l'eau froide. Chauffer un demi-litre d'eau de tomate, ajoutez les feuilles de gélatine ramollies et laissez fondre à feu doux. Si vous utilisez de la gélatine, prévoir un temps de repos afin que celle-ci se fiche bien. Mélangez les brunoises de légumes cuits avec l'eau de tomate et coulez dans des cercles de 8 cm. Laissez prendre au froid 1 heure. Pour les condiments, séparez le blanc et le jaune d'œuf et les cuire dans des ramequins filmés pendant 3 minutes dans un couscoussier ou dans un panier vapeur. Les laisser refroidir, puis démouler, tailler en brunoise ainsi que les cornichons.
cornichons. Puis, mélangez dans un saladier avec les capres entières. Taillez la cébette en biseaux. Pour la cuisson du saumon, détaillez des tronçons réguliers de dos de saumon d'environ 100 g pièce. Faire mariner au gros sel pendant 10 minutes, rincer, essuyer, puis les immerger dans de l'huile d'olive. Ajoutez l'ail et le thym, puis mettre dans un four à 70 degrés pendant 12 à 14 minutes. Réservez au réfrigérateur après la cuisson. Pour la mayonnaise au cresson, blanchir le cresson en le plongeant dans de l'eau bouillante salée, puis une eau glacée et égoutter. Mixer, passer au chinois étamine, laisser refroidir. Mélangez le jaune d'œuf avec le vinaigre de Rérès et la moutarde, puis versez graduellement l'huile en tournant, salé et poivré. Réservez 10 g de mayonnaise dans une poche à douille et incorporez la purée de cresson au reste. Pour le dressage, sur une grille, recouvrir le saumon avec la mayonnaise au cresson. Décercler les macédoines en gelée, les couper en deux et placer une demi-lune de chaque côté de l'assiette. Disperser harmonieusement par-dessus les condiments, la cébette en biseau, les pluches de cerfeuil et d'estragon. Faire de petits points avec la mayonnaise. Poser délicatement le saumon et terminer par quelques pluches. Je vous souhaite une excellente dégustation et je vous dis à très vite.